Je n'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais appelé des gens comme Docteur Puila, qui est en Belgique. Qui peut me connaître? Qui est cet intellectuel qui est sincère, qui doit se mettre pour dire que non, non, non. Il a ses bavures, il a ses insuffisances. Moi, j'ai fait la ronde. Je me suis donné la tâche. J'ai parlé avec les deux Willy en Afrique du Sud. Hein? Ce sont des gens qui, à un moment donné, de notre élite, pour faire la campagne, premièrement, du président de feu Étienne Tshisekedi, les Willy en Afrique du Sud ont fait quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas dire ici. Mais Absolument. je ne peux pas comprendre que des personnes pareilles, ce sont des gens, quand on reste à l'interne dans le parti, des gens qui étaient nulle part, que nous, on voyait qu'ils ne pouvaient même pas nous contacter, tout ça, mais qui, par la crise qui est arrivée par la suite, ils ont eu le contrôle du parti, mais ils ont bloqué les partis, ils recommencent le jeu où ils excluent les autres et ils font des fautes, on ne peut pas faire de remarques. C'est ça le problème qui est là. Il faudrait qu'on rentre à ce qui est fondamental. Si on rentre à ce qui est fondamental, la crise est là, donc nous ne pouvons pas cette crise a amené certaines personnes qui ont manqué du raisonnement, qui sont allées très loin à s'offrir aux mains des adversaires de ceux qui tuent le Congo. Ici, je parle d'André Kalonzo. André Kalonzo, ce sont des gens qui, à l'époque, ils ont travaillé. Je ne peux pas nier qu'ils ont travaillé pour le. Il y a aussi comme Claude Kiringa, qui était aussi représentant de l'UDPS au Canada, qui, à un moment donné, bon, ils ont pensé les choses autrement. Mais ce sont toutes ces personnes-là, il faut les rappeler. Il y a Paul Balébé, là, qui est ici. Il y a mon ami qui était mon adjoint qui m'avait remplacé, qui est Nono Bukassa, qui est à Montréal. Ce sont des gens, pour de vrai, qui ont travaillé pour l'UDPS, qui ont donné de l'air. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ne trouvent pas d'ouverture. Ils n'arrivent pas à parler. Bon, il y en a qui sont restés lucides. Boy en Norvège, hein? Boy en Norvège, il était représentant. C'est des gens très valables. Des gens, quand on dit que nous cherchons des gens à mettre à gauche, nous avons ces personnes-là. Mais ils ne sont pas consultés. Mais on a plus des gens qui ont des niveaux, je dirais, moi, un niveau insuffisant. Hein? Mais qui sont restés seulement du côté, qui sont restés dans le parti. Bon, à ce moment, ils se sont positionnés, mais ils ferment la porte aux autres. Alors, ce moment-là, c'est qu'un problème. C'est ça qui est le problème là. Juste aujourd'hui, il doit trouver une solution. Bonjour, vous êtes bel et bien sur Makolo Digital Radio Télévision qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe. Don Kayembe qui va vous entretenir aujourd'hui dans son émission intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine, congolaise et de sa diaspora. Nous allons épingler 4 points essentiels, à savoir analyse du discours du président Félix Antoine Tshisekedi du haut de la tribune des Nations Unies en la date du 25 septembre 2024. Ensuite, nous allons parler de la libération en masse des prisonniers des Makala. Nous allons parler des risques et conséquences et surtout des avantages s'il y en a dans la société congolaise. Troisième point, nous allons parler de la sanction demandée par la RDC contre le Rwanda à la communauté internationale, mais constatons que le Rwanda et la RDC entretiennent encore des relations diplomatiques car les deux ambassades sont toujours ouvertes. Notre invité du jour, il s'agit de M. Sylvain Sendakalala, il est ingénieur de formation, il est résident à Toronto au Canada, il est cadre de l'UDPS et président et représentant honoraire de l'UDPS Fédération du Canada. Donc, ce dernier, il est habitué de cette radio, pas seulement de cette radio, il est très présent sur les réseaux sociaux, il fait des analyses politiques sur la RDC, il écrit beaucoup et il partage beaucoup de ses idées, raison pour laquelle, à chaque instant que nous avons besoin de lui, nous recourons
à lui. Je m'excuse beaucoup pour la deuxième caméra, donc vous donnera les images de moi personnellement un peu floues, mais pour M. Senda, c'est de bonne qualité. Il y a quelques images quand on prenait avec la seconde caméra, c'est impeccable. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous laisse suivre cette émission très importante. Bonjour, M. Sylvain Sendakalala. Bonjour Don KMB, l'excellent Don de tout le temps. En tout cas, grand merci. Nous commençons par votre point de vue sur la situation sociopolitique en République démocratique du Congo. Est-ce que cette situation est en rose? Non, depuis mon abord, je peux tout de suite dire que la situation n'est pas rose en RDC. Comment est-ce que cette situation pourrait être rose alors que la République est toujours attaquée dans son front est de la République par une combinaison rwando-ougandais, mais plus précisément le rwandais, qui se cache derrière le M23 et ne cesse de causer non seulement des morts de nos populations, ils les ont déplacés, ils vivent ailleurs que sur leur sol et que nos richesses sont pillées. Donc la situation n'est pas du tout rose. Exactement, la situation n'est pas rose. Et si nous devons parler aussi du social dans l'ouest de la République, si la guerre décime dans l'est, à l'ouest, ce n'est pas non plus rose, puisque la crise est vraiment généralisée et c'est tout le monde qui se plaint sur tout le plan. Est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Oui, nous devons garder en tête que la République, c'est un seul corps, hein, même corps. Lorsque la République démocratique du Congo se trouve être attaquée à l'Est, disons, ceci doit s'impacter aussi à l'Ouest, hein, doit s'impacter au centre et tout. Pourquoi? Puisque le peu d'argent que le pays est en train de mobiliser, il est en train de mettre un gros paquet. Si vous voyez, on nous parle partout du budget militaire qui a vraiment grimpé comme jamais dans ce pays depuis toujours. Mais ça s'est fait pour l'attaque de nos populations de partout à gauche, à droite. C'est vrai qu'à l'ouest, si ils n'ont pas la guerre, mais ces mêmes infiltrations rwandaises qui avaient commencé depuis longtemps, c'est tout être dissimulé, qu'on en détecte partout à gauche, à droite. Bon, le fait par le manque de moyens suffisants fait que les gens sont de plus en plus pauvres. Qu'est-ce que nous constatons comme mouvement? Si vous voyez les centres du pays en général, et même toutes les provinces autour de la capitale, même du loin, même des gens de la Topo et tout ça, tous pensent que, évidemment, ils sont oubliés, le bien à faire serait qu'ils partent vivre à Kinshasa. Et ça cause la situation que Kinshasa a, à une ville qui, à l'indépendance, était, disons, urbanisée pour une population d'environ 400 000. Bon, c'est trouve actuellement à l'heure qu'il est, les recensements pourra nous confirmer qu'il y a près de 20 millions de la population congolaise qui se trouve être entassée sur place à Kinshasa. Oui, donc cette pression démographique y est pour beaucoup. Alors, revenons un peu à l'actualité. L'actualité, c'est le discours du haut de la tribune des Nations Unies du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en la date du 25 septembre 2024. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces discours de plus de 30 minutes du président Félix Tshisekedi? Bon, écoute, je vais me focaliser sur des points que je trouve importants pour le pays. Il faudrait dire que le président a d'abord rappelé les rôles
de l'ONU, hein, son histoire avec la République démocratique du Congo. Il a rappelé l'ancien secrétaire général, Dag Hammarskjöld. Vous savez, il est mort comme par hasard pour un problème congolais. Il était en route vers la Rhodésie du Nord, qu'on appelait jadis. Il a trouvé sa mort là-bas, alors Au qu'il Zimbabwe, au Zimbabwe. bon, Zimbabwe, mais il partait pour le Congo. Il partait pour rencontrer Moïse Kapinda Tshombe, qui devait rencontrer en Zambie actuelle. C'est, je crois, c'est la Rhodésie du Nord. Hein. Oui, parce que j'ai visité même les sites, puisque quand on travaille pour l'ONU, quand on est en Dola, vous devez absolument passer par ces sites-là. Donc, j'avais eu la chance de passer par les sites là où il y avait cet accident, là où il y avait le crash de cet avion. C'est bien aménagé, mais quand vous arrivez là-bas, oui, les gens écrivent des noms. J'ai vu rarement les noms des Congolais qui visitent ces sites-là. Et pourtant, ils étaient morts pour le Congo. Je crois que c'est la sous-information. Les Congolais, vous avez épinglé, on va en parler. Hein. Vous savez, la langue qui était gardée fermée depuis longtemps et que quand on l'a libérée d'une manière incontrôlée, vous savez, bon, il y a des insuffisances. Quoi. Il faudrait hein, que ceux qui ont la responsabilité de nos médias, qu'ils puissent éveiller la conscience de notre peuple. C'est dans cet éveil-là, vous trouverez des gens comme vous êtes partis et vous vous êtes arrêtés pour signer dans les livres qui est approprié sur place. Mais hélas, si les gens sont sous-informés, ils ne savent même pas que ce monsieur-là était décédé pour la cause de la RDC. Alors, en ce moment-là, ça devient difficile qu'ils puissent en savoir. Oui, alors, avançons maintenant sur le point que vous avez retenu sur le discours du président Félix. Alors, le président a d'abord essayé de rappeler le rôle de l'ONU, hein, à sa création. Et il a rappelé, il est revenu sur l'assurance de la paix, quoi, qui devait être un des rôles principaux, et que le dérapage que cette institution a connu par l'absence de sanctions, euh, les problèmes congolais avec le Rwanda qui joue aussi pour, disons, de l'international, une internationale qui est massive. Alors, fait de sorte qu'il les a rappelés dans ce rôle, ce qu'ils devaient faire et ce qui malheureusement ils n'ont pas fait jusqu'à date, du moins dans le cas de notre pays. C'est-à-dire qu'ils demandent à ce que le Rwanda soit sanctionné au prorata de ce qu'il a fait en République démocratique du Congo. Les gens font semblant d'ignorer. L'ONU est très bien documentée. Le Congo avoisine à peu près 15 millions de morts. Disons, il y en a qui sont morts directement en combat et aux effets hein, que cette guerre qui a été imposée à la République démocratique du Congo a pu entraîner aussi beaucoup de morts, des effets collatéraux, comme on dit. C'est ainsi on a avoisiné facilement 15 millions. Beaucoup d'experts parlent aujourd'hui d'environ 15 millions de morts. Alors ça, normalement, l'ONU devait se sentir interpellé pour pouvoir tout faire pour arrêter cette guerre. Mais on a l'impression que l'ONU a essayé de dealer hein, avec le pays agresseur visible dont l'ONU a des plans, a beaucoup de rapports plutôt, je voulais dire, des rapports qui ont été faits par ses experts, ses propres experts. Ils ont tout fait parfois pour bloquer au moment où la France avait la présidence du Conseil de sécurité. Ils ont tout fait pour bloquer les rapports. Mais n'empêche que l'ONU devait tout faire, surtout que le discours avant celui-ci, avant, le président a rappelé ce qui était bloqué, ce qui n'était pas fait, mais malheureusement, on constate que jusqu'à date, rien n'est fait. Si on appuie seulement
essayer de gagner sur le fait qu'on nous empêchait de nous procurer des armes, alors qu'on laissait ce pays qui nous a envahis, non seulement on le laissait, on lui donnait des armes pour faire son action commune. Enfin, le président en a parlé dans son discours. Mais le point culminant de son discours, c'est quand il est resté décisif pour dire que en fait, il exige que le Rwanda puisse sortir ses troupes de la RDC sans aucune condition. Donc, il ne doit plus poser aucune condition, comme il tente de le faire, qu'allons dialoguer. On va dialoguer de quoi? Des gens dont nous avons la preuve qu'ils nous tuent. Ils sont là, ils envahissent notre pays, ils pillent nos ressources naturelles. Ils tuent impunément, ils ont tous les moyens pour contrôler, mais on nous demande d'aller dialoguer avec eux. C'est vraiment un non-sens. Enfin, c'est pas quoi. Le président est revenu donc dans son discours là. Dans son discours, le président a parlé aussi de la RDC comme pays solution. Ça, il en avait déjà parlé avant, c'est pourquoi je ne vais pas insister là-dessus, sur le plan de l'environnement, et qu'on devait en tenir compte dans tout ce qui faisait comme recherche pour sécuriser notre planète, dans l'accord qui relie le Brésil, le Congo. À vous entendre parler, je suis très heureux de constater que vous avez suivi avec intérêt le discours du président Félix Antoine Tshisekedi. Mais il y a des détracteurs de Félix Tshisekedi qui disent que ce discours n'a pas été équilibré dans ce sens qu'il a beaucoup plus donné du temps à la parité femmes-hommes, beaucoup de temps également à l'environnement, mais très peu de temps à la sécurité en République démocratique du Congo, qui est une situation vraiment qui inquiète tout le monde. Mais il a donné vraiment très peu de temps et vers la fin de son discours. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, écoute, ça c'est la stratégie dans la communication. Hein. Bon, le président a les choix. Vous savez, vous avez un problème, un pays au problème comme la RDC, vous êtes devant l'ONU. En principe, on vous donne un petit délai. Hein, si on vous dit, vous parlez pendant 15 minutes ou quoi, vous devez résumer le fait, revenir à l'essentiel. On met trop de temps sur la parité homme-femme, on met trop de temps sur l'environnement. Et oui, allez-y. J'en viens. Allez-y. Ouais, alors, ce qui fait que maintenant, il regarde aussi quelqu'un qui lit son discours, il a en face de lui, disons, ce qu'il écoute. Bon, alors, par stratégie, nous ne savons pas, c'est lui qui a tout le temps été sur le discours. Et c'est lui qui devait peut-être jouer à la distribution du temps pour dire que j'en accorde peut-être 5 minutes à ça, 3, 4, tout ceci. Bon, mais c'est difficile à tenir tout ça. On tient rigueur à ceux-là qui préparent les discours, parce que nous savons qu'il y a des gens qui préparent des discours pour des présidents. Donc ça, on prépare les discours, on lui donne, c'est lui qui donne le dernier mot. Mais franchement parlant, il y a eu trop de temps sur l'équité homme-femme et sur la conservation de l'environnement que sur la situation actuelle du pays. Donc compte tenu du temps, on avance, monsieur Senda. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu encore en ce qui concerne la situation, vous l'avez dit, la relation entre le Rwanda et le Congo? Le président demande que le Rwanda soit puni, soit sanctionné, mais nous voyons que la diplomatie entre le Rwanda et le Congo continue. C'est-à-dire, nous avons que les deux ambassades de deux pays sont toujours active. Quel est le problème? Vous voulez qu'on les sanctionne et vous ne les sanctionnez pas. Quel est le problème, monsieur Sylvain Sendakrala? Vous savez, la décision de maintenir les frontières ouvertes entre la République démocratique du Congo et le Rwanda comporte à la fois de bénéfices en termes de
relations interétatiques et de mobilisation des ressources. Mais également, elle comporte des risques très, très, très significatifs que j'ai épinglés ici pour la sécurité de l'État et la souveraineté et la souveraineté de l'État aussi national. En conclusion, par rapport à ce point, je vais développer par la suite. Il faudrait trouver un équilibre qui est, à mon avis, délicat, qui doit être pour mieux répondre aux enjeux qui sont en cours. Alors, côté avantage, qu'est-ce qu'on a? On a l'avantage d'ouvrir des vannes hein, sur la relation diplomatique. Ceci contribuerait à la, disons, à pouvoir mettre ou bien de s'offrir des robinets de manière à ce que s'il y a un problème qu'il y a, vous savez, il faut toujours trouver des voies et des moyens de sortir. Je vais donner à titre d'exemple ce que nous vivons entre l'Ukraine et l'Union soviétique. Ils sont la situation comme nous l'avons là-bas. Mais cela n'a pas fait que l'Union soviétique n'a pas fermé ses frontières comme l'Ukraine. Ils ont maintenu cela. Pourquoi? Ils se donnent toujours une chance à la diplomatie en espérant que ça pourra trouver une solution. Les échanges économiques, disons, les échanges commerciaux de l'économie locale. Bon, ici, c'est entre les Rwandais et les Congolais qui vivent à la frontière. Ils ont développé depuis des années une commerce, une façon de vivre où ils sont souvent ensemble. Quand on coupe, certainement, c'est effet des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y aura crise non seulement au Rwanda, comme nous on souhaite, mais ça va faire aussi ceux qui vivent aussi de ça du côté de la RDC. Il y a aussi, troisièmement, les flux, disons, humanitaires. Vous voyez, les populations s'abriter. Prenons le cas où nous avions eu une crise avec les volcans, l'éruption de volcans. Vous voyez, quand ça s'est fait, malgré nos problèmes, la population, en ce moment-là, qui cherche à s'y abriter, n'est pas allée seulement en RDC, en profondeur. Il y en a qui ont trouvé la solution, c'était d'aller aller directement de l'autre côté. Donc, ça, c'est un problème de flux humanitaire qu'il faudrait tenir compte. Bon, il y a la mobilité donc de personnes. Bon, enfin, quelque chose qui va ensemble, qui peut favoriser au fait le développement de sociétés sur place. Mais néanmoins, il y a des inconvénients. C'est là où il y a un problème. Les inconvénients pour l'État congolais, perdons notre souveraineté nationale. À force répétitive d'engorger ces forces négatives ou de forces rwandaises sur notre sol, ceci peut montrer une faiblesse, quoi, finalement, une faiblesse de notre gouvernement de mieux régler ces problèmes. Et à la longue, la population commence à se poser des questions si elle est bien protégée. Deuxièmement, il y a la sécurité du territoire. Cette présence étrangère sur notre territoire représente une menace pour la sécurité nationale, comme nous venons de le dire, et peut entraîner deux choses, de perte de vies humaines, comme c'est le cas, de déplacement massif, comme c'est le cas aussi. Nous avons des cas maintenant de ceux qui sont en dehors de leur site. Et puis, troisièmement, l'instabilité qui peut entraîner l'inefficacité de l'État à pouvoir partager dont ces citoyens qui, à la longue, peuvent perdre sa confiance dans leurs autorités. Et puis, quatrièmement, à la fin, c'est l'impact sur l'économie locale, hein, qui, comme je l'ai dit avant, les gens, le fait de vivre ensemble, il y a cet interéchange entre des populations qui se côtoient de part et d'autre,
Mais cela peut aussi décourager des investissements locaux. Les gens regarderaient plusieurs fois avant de pouvoir se décider qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il faut juste trouver l'équilibre entre ce qui est avantage et ce qui est le désavantage. Moi, il faut donner mon point de vue, puisque nous avons observé longtemps, nous avons vu que le Rwandais n'arrête pas. Je crois qu'il serait mieux de penser à la dureté hein, de notre solution qui fasse ce que tout le monde semble réclamer, qu'il faudrait fermer. Mais nous devons avoir préparé notre peuple à ce qu'il y aura comme conséquence de cette fermeture. Parce que, comme j'ai dit, les effets ne seront pas seulement ressentis du côté du Rwanda, ça sera ressenti aussi du côté congolais. Ben, je reviens à ma question, monsieur Sylvain Sinda. Vous demandez que les autres pays punissent le Rwanda. Mais vous, vous dites non, il y a des intérêts à protéger en restant en relation avec le Rwanda. Est-ce que vous ne voyez pas que il y a une confusion? Non, non, ce que je dis, il y a des choses qui se font à la norme internationale. J'ai tenu compte de tous ces paramètres-là. C'est pourquoi j'ai montré les avantages et les désavantages. Je n'ai pas montré seulement les avantages. Il y a les avantages, mais ces avantages sont en train de s'effriter au fil du temps, compte tenu de ce qui se passe sur le terrain. Vous avez tout à fait raison de pouvoir dire que nous devons donner nous-mêmes l'exemple. Vous avez vu les Burundi. Le Burundi a agi tout de suite. Quand il a senti que les problèmes l'appellent, Burundi a dit non, je ferme la frontière. Ça, on aurait voulu que le gouvernement congolais, qui est notre gouvernement, fasse de même. Si notre gouvernement a observé, est allé, il a abordé les problèmes d'une autre manière, mais avec le temps est tellement long, c'est là où nous aussi nous devons critiquer et attaquer notre gouvernement, c'est dans le temps pour des prises de décision qui, à mon avis, sont salutaires. Nous avions observé que ce qu'on a fait, ça a montré juste des limites. Alors, c'est avec raison que les autres puissent nous attaquer. Non, vous ne faites rien mais nous devons commencer par nous-mêmes, même si il y a une certaine perturbation dans la zone, mais néanmoins, faisons quelque chose où on impose notre pouvoir, moins en allant dans le sens de pouvoir protéger notre population en fermant réellement les frontières. Donc, je partage ce point de vue. Beaucoup. Alors, on avance, nous parlons de la sécurité. Quand on parle de la sécurité, on voit la saga qui vient de se passer au Congo avec la libération des prisonniers en masse. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un sérieux problème qu'on vient de larguer dans la communauté, puisque ces gens-là, on dit, ils ont été arrêtés pour des raisons bénignes. Quelles sont les raisons bénignes? Nous savons que le président l'a dit et tout le monde se plaint, notre justice est malade, mais on ne peut pas dire que tout le monde, près de 2000 personnes libérées, ils ont tous été libérés injustement. Est-ce que vous voyez le pour et le contre, comme vous avez fait une analyse systématique, vous donnez les pros et les cons, c'est-à-dire le positif et le négatif. Est-ce que vous ne voyez pas que dans ce cas précis, il y aura un très grand danger d'ici la fin de l'année avec les gens qu'on a libérés, ne sachant pas d'où ils sont venus, ne sachant pas où ils vont partir, n'ayant pas préparé même le minimum de leur libération. On ouvre seulement les barrières. Allez, allez-y. Et on les a vus partir. On pose certaines questions. Où vous allez dire, je ne sais pas. Oui, c'est un problème qui est très, très sérieux et qu'il faudrait analyser et prendre vraiment. À l'origine, c'est un problème des engorgements, parce qu'il y a une sous-population de gens dans nos prisons, et en particulier dans cette prison centrale de Kinshasa qui est Kala. Cette prison, au départ, dans le meilleur des cas, ça pouvait, disons, garder ou incarcérer environ 1500. Mais là, on a près de 15 000. 15 000 qui sont. Vous voyez, vous êtes réduit à 15 000. Alors, il ne faut pas qu'on puisse s'étonner
au moins de mouvement d'incendie ou d'incidence qui arrive, qu'on puisse enregistrer de pertes comme on en a enregistré dernièrement. Alors, devant cette situation humaine, les gens, toujours à l'international, ils disent, voilà, les gens sont parfois gardés pour rien, comme on a tout de fait bénin, comme vous l'aviez soulevé dans votre questionnement. Euh, le ministre a eu en cas de conscience, lui, qui doit trouver une solution à la situation de la manière qu'il a certainement discuté avec le président de la République. Alors, il a trouvé qu'il faudrait les cas de certaines personnes qui sont là-bas pour des faits tout à fait mineurs et qui, parfois, d'une manière injustifiée, bon, et d'autres d'où on suppose qu'ils ont déjà passé un certain nombre d'années et qu'il serait mieux qu'on commence par désengorger ces milieux. C'est comme ça que nous avons assisté à cette sortie avec la République. On n'a pas fait seulement à Kinshasa, nous l'avons vu à Kisangani, à Kananga, à Bushimai, je ne sais pas, Mami, bon, écoute, il ne peut pas s'arrêter, là, il va continuer à le faire. Mais de l'autre côté, il y a un problème que ça soulève, un problème de gens en masse. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas pris conscience? Ces gens-là, il y en a qui ont besoin d'être rééduqués. Et non, comme ils étaient seulement stockés là-bas, mis à l'écart. Alors, ces gens, en principe, on devait étudier, ça peut-être ça a manqué au ministre, un mécanisme de récupération. On a vu, par exemple, des gens sortir, mais ils ne savaient pas où aller. Il y a des gens qui sont là il y a 10 ans, dans la prison, et ils avaient la famille, le papa est déjà décédé, la maman ou ça, ils ont vendu la Et maison. d'autres sont venus de l'intérieur. Ouais, des autres sont venus de l'intérieur, ils ne savent pas où aller puisqu'on les a amenés comme ça. Donc, ça sont des problèmes qui devaient être analysés au départ. S'ils étaient analysés au départ, on devait trouver comme un passage où on devait amener ces gens à un certain niveau de manière graduelle. Mais les infrastructures, on ne les a pas. Dans... Mais, Monsieur Senda, je pense que, comme vous l'avez dit, et je l'ai dit dans d'autres médias, une étude préalable était très nécessaire. Et mettre en place des structures d'accueil ou d'encadrement, comme vous l'avez dit aussi. Ces gens-là qu'on a largués, disant qu'ils ont dépassé le temps, ils n'ont pas été jugés, c'est bien beau, les raisons sont bien. Mais est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle ils ont été détenus? Parce qu'il y a des gens qui sont très dangereux et qu'on a largués dans la communauté. Et cette communauté-là risque de payer des lourds tributs de ces gens-là, puisqu'ils vont repartir, ils vont chercher les moyens de vivre. D'abord, ils trouvent une communauté qui est déjà en souffrance, et vous l'amenez là-bas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encore répéter la même bêtise. Prenons le cas de ce monsieur qui a dit non, on m'a arrêté puisqu'il y avait perte de batterie. Tout le monde a pris ça bénin. Mais le terme qu'il a utilisé, est-ce qu'il y a eu perte ou il y a eu vol? Si je me demande si vraiment une personne, avec toute conscience possible, peut arrêter quelqu'un pour une batterie perdue. La personne peut-être, je ne dis pas qu'il a fait, quand si la personne a volé, c'est un crime. Vol, c'est un crime, on doit le mettre en prison. Peut-être la durée pourrait être longue, mais quelqu'un comme ça doit passer devant les juges, doit être jugé pour un processus de libération quand même. Donc moi, j'avais proposé aux autres, je vais vous laisser parler tout de suite, on devrait mettre en place un mécanisme de jugement pour la libération, c'est-à-dire multiplier les heures des juges et procureurs pour écouter ces gens-là et les libérer d'une manière juridique. Donc vous passez par les juges, on étudie votre cas, on vous met en libération ou bien on vous retient. Que vous mettez un groupe de gens qui mettent non, ça c'est bénin, ça c'est bénin. Est-ce que ces gens étaient jugés, raison pour laquelle ils sont en prison? Ça, c'est ça le grand problème. Je veux bien qu'on désengorge les prisons, c'est plus que trop, mais qu'on suive quand même la procédure professionnelle pour libérer quelqu'un. Tout ça, c'est bien beau, hein, mais la réalité est vivre dans un endroit inapproprié où vous êtes de trop.
Hein? Mais non, Et la fois qui était prévu ils ont toujours été pour trop. 5 personnes, vous êtes à 15, à 20, ça devient invivable. Et surtout, prenons même les cas que vous donnez de batterie. Mais vous-même, vous l'avez aussi dit, qu'il soit vol, perte de batterie, c'est du vol, comme ici on dira ça, c'est du vol. Mais comment quelqu'un, pour une perte de batterie, il n'y avait pas un autre moyen de le sanctionner que de le garder. Ça, c'est une autre porte de manche. Ça, j'ai toujours dit. Ça, j'ai toujours dit, M. Sylvain, ça, c'est une paire de manches. C'est une paire de manches où nous avons au Congo, même les fonctionnaires. Quand quelqu'un est devant un ministre, donc la première sanction, c'est suspendre. Est-ce qu'on doit suspendre tout le monde? Est-ce qu'on doit toujours mettre quelqu'un à l'écart? Il y a des petites histoires, les nôtres, on va par exemple entendre sur le procès verbal. Chez nous, ça n'existe pas. Chez nous, c'est soit vous... Nous avions étudié, moi, je travaille à la SNCF, il y a toujours l'échelle de... disons, qui est établi de punition. Hein, tout ceci, suivant des fautes qui sont des... Bon, parfois, on te blâme, parfois, avant d'arriver à ce que c'est même mise en garde. Il y a une échelle. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que la justice qui est malade, elle est vraiment malade. C'est-à-dire que c'est dans beaucoup de choses. Il ne faut pas tout. Maintenant, le problème c'est tout ce qui est régorgé, tout ce mal-là, les résoudre en un trait comme ça, c'est pas... C'est là on a créé maintenant la zizanie, puisque le problème est là, il ne faut pas le chercher à résoudre pour le beau yeux de ceux-là qui se plaignent. Il faut aller systématiquement et trouver une solution durable. Oui, bon, vous savez, à quel point bon, hein, ce qui est arrivé là, peut-être le fameux ministre ne l'avait pas vu dans ce sens-là, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi ses adversaires qui nous veulent... Ça, il faut mettre à côté. Ça, il faut mettre à côté. Il n'y a pas d'adversaire. Il n'y a pas d'adversaire, M. Sylvain. Le problème, quand quelque chose se fait du bien, il n'y aura pas d'adversaire, les gens vont appuyer. Mais quand vous voulez faire quelque chose en utilisant la force, vous rencontrez la force, la résistance. Puisque lui, il veut faire le forcing. C'est ça le problème. Ici, ce n'est pas nécessairement le cas de la force. Quand vous faites ça, vous faites les lits à tous ces magistrats et tous ces gens-là qui portent ombrage à Mutanda, même gratuitement. Hein, vous oubliez même ici qu'ils l'ont empoisonné, ils ont cherché à l'éliminer. Pourquoi ils l'ont empoisonné? Ça, c'est aussi une histoire. C'est une histoire. Oui, c'est ça. S'il vous plaît. Quand vous êtes dans un camp, vous êtes journaliste. Je vais vous dire une chose. Mutamba était à l'intérieur quand on a découvert le poison dans son bureau. Mutamba est revenu à Kinshasa une semaine après. Et maintenant, comment, puisqu'on a désinfecté le bureau, on a tout enlevé dans le bureau avant qu'il n'arrive, mais comment il a été encore infecté? Ça, c'est avant que Mutamba ne se déplace pour le... Il n'y avait pas de poison, il n'y avait pas de... déjà détecté... Non. On l'avait détecté positif, sauf qu'on n'avait pas... On n'avait pas dit qu'on avait examiné le bureau, mais on l'avait déjà détecté positif. Non, c'est venu après. Bon, ça, ce sont des histoires. On est dans une émission, on peut retrouver notre terrain pour en débattre. Ça, je ne suis pas d'accord, mais je trouve que vous avez un penchant. Pas du tout. C'est normal. Être objectif. Vous avez un penchant. Je ne partage pas ce penchant. Moi, je ne partage pas ce penchant parce que je trouve qu'il y a des gens qui se sont mis volontairement ensemble pour tout mettre en cause, tout ce que Mutamba essaie un peu de... Vous êtes à l'extérieur, vous avez vu ce qui se passe au Canada, vous voyez comment la justice fonctionne. Et quand... Écoutez, le problème, il ne faut pas dire quand quelqu'un fait quelque chose, puisque le chef, il a raison. Non. Prenons le cas de la justice chez nous. Il y a le conseil exécutif où Mutamba est membre, il y a le conseil judiciaire où les magistrats sont... Alors, entre les deux, quand il y a un problème, c'est un problème de collaboration. C'est pas un problème d'imposition. Il n'y a pas de penchant. C'est la procédure qui est mauvaise qu'il faut vraiment corriger. Nous voulons que ce pays marche quand même. Là, c'est tout à fait normal. Oui. Je crois que ce problème a été posé à ce niveau. On est en train de trouver des passerelles. Des passerelles pour voir, comme vous avez dit, chacun
un pouvoir qui est donné. Mais ici, vous venez systématiquement en épousant les discours de gens qui portent ombrage, qui ne veulent pas laisser Moutamba. Qui est celui-là? Qui est celui qui fait l'ombrage à Moutamba? Qui fait l'ombrage? Dans la magistrature, on a vu des Non, gens. il a passé, il les a attaqués aux médias, ils ont répondu par les médias. On a vu des juges, les juges, par exemple, de la Cour constitutionnelle, a dû rappeler à l'ordre d'autres magistrats pour leur dire que non, il faut laisser les gars travailler. Tout en disant aux gars que voilà, il y a des limites dans ce que vous pouvez faire, vous pouvez les faire comme bon, ça, il a dit aussi. Mais il faut voir le problème dans tous ces angles. Il ne faut pas qu'on soit limité dans... Moi, je n'épouse pas ce point de vue. Non, grave. Nous sommes des intellectuels, nous travaillons pour le Congo, nous voulons un Congo nouveau. Il n'y a pas question de penchant, nous voulons que les histoires s'effacent dans l'ordre. Comme le président le dit après la Chine, il est venu dire non, arrêtez l'histoire du populisme, travaillons dans l'ordre. C'est ce que Moutamba doit faire, il doit travailler dans l'ordre. Il est en train de revenir à ce bon sens petit à petit. Et nous voulons que ce qu'il fait là, c'est une bonne chose. Nous voulons que la justice retrouve sa juste valeur, mais on n'applique pas avec la force. La force n'a jamais payé. Vous faites la force, vous trouvez la résistance. Ça, c'est vrai. Alors là, nous avançons grand puisque nous avons quelques matières à faire. Le temps nous fait défaut. Prenons un peu de votre parti politique, l'UDPS. Il y a une crise qui ne dit pas son nom dans la gestion. Aujourd'hui, nous avons deux secrétaires généraux. Nous avons quelqu'un qui dit « Je ne quitte pas, je suis président secrétaire général et j'ai fait l'intérim du président. Je ne peux pas quitter. » Qu'est-ce qu'il y a? Ce fait-là, ce n'est pas un fait nouveau comme tu le sais. À un moment donné de notre histoire, nous, ici, nous faisons partie de cette jeunesse qui avait aussi consacré complètement leur vie partie en sacrifice, que ce soit par nos petits moyens, par notre intelligence, par tout ce que nous pouvons faire, nous l'avions fait, nous l'avions démontré. Hein, nous l'avions démontré depuis qu'on était au pays et ici à l'extérieur. Bon, il y a eu, à un moment donné, il y a eu c'est au moment où on a commencé à vouloir tripoter avec des textes. Quand on ne respecte pas des textes, ça va donner beaucoup que les gens aillent dans des directions différentes. Cela est arrivé à un moment donné. Moi, ici, j'étais traité de frondeur avec certains de mes amis, mes camarades, alors que objectivement, on avait lutté seulement pour dire que non, voilà, on n'a pas respecté les textes, on a fait ceci. Si on revenait au texte, je crois les professeurs. Mais malheureusement, j'ai pris que nous avons appris de cela. Mais malheureusement, ça semble continuer. Moi, je ne peux pas comprendre, on a un secrétaire général qui est dans son rôle, qui doit faire certaines choses, mais qui dit aux gens, pour un parti démocratique comme le nôtre, mais qui dit aux gens Tosa Obiga. C'est ça le terme qu'il dit. Tosa Obiga. C'est-à-dire c'est là qui ne comprennent pas le lingala. Les gars, c'est dit obéissez au fait pour vivre. Pour survivre. Pour que tu sois sauvé, pour vivre ou survivre. Mais alors, avec ça, on obéit à qui? On obéit au texte, on obéit aux hommes, on obéit au quoi? Or, on a constaté que tout le monde a constaté que le parti ne carbure pas. Le parti a montré des défaillances et non pour un parti qui est au pouvoir. On comprendrait encore mieux que voilà, on venait d'arriver, mais on doit sentir cet effort de se remettre encore soi-même tout le temps et de manière à pousser les choses à aller plus loin. Mais aussi longtemps que ce problème-là n'est pas résolu et qu'il y a des sentiments et qu'il y a des parapluies pour protéger certains au détriment des autres, en ce moment-là, ça donne champ à ce que nous voyons là. Moi, personnellement, je critique ce qui est arrivé. Ça ne donne pas une très bonne image
surtout en ce moment ici, nous devons être soudés, nous devions être non seulement stratèges, hein, mettre tout ce qui nous a comme intelligence ensemble. Comment est-ce qu'on peut expliquer l'UDPS par le pouvoir des gens qui dirigent le parti présentement au sommet? Ils sont capables de composer avec des gens qui nous ont tués hier, des gens qui nous ont privé l'exercice du pouvoir dans toutes les circonstances. Ça, ils sont d'accord. Mais il y a des personnes qui sont des l'UDPS, mais qui, par divergence, mais c'est là, ils sont devenus comme des sorciers. Je n'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais appelé des gens comme Dr Pouila, qui est en Belgique. Qui peut me connaître? Qui est cet intellectuel qui est sincère, qui doit se mettre pour dire que non, non, non. Il a ses bavures, il a ses insuffisances. Moi, j'ai fait la ronde. Je me suis donné la tête. J'ai parlé avec les deux Willy en Afrique du Sud. Hein? Ce sont des gens qui, à un moment donné, de notre élite, pour faire la campagne, premièrement, du président de feu Étienne Tshisekedi, les Willy en Afrique du Sud ont fait quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas dire ici. Absolument. Je ne peux pas comprendre que des personnes pareilles, ce sont des gens, quand on reste à l'interne dans le parti, des gens qui étaient nulle part, que nous, on voyait qu'ils ne pouvaient même pas nous contacter, tout ça, mais qui, par la crise qui est arrivée par la suite, ils ont eu le contrôle du parti, mais ils ont bloqué le parti, ils recommencent le jeu, où ils excluent les autres et ils font des fautes, on ne peut pas les faire de remarques. C'est ça le problème qui est là. Il faudrait qu'on rentre ce qui est fondamental. Si on rentre ce qui est fondamental, la crise est là, donc nous ne pouvons pas. Cette crise a amené certaines personnes qui ont manqué du raisonnement, qui sont allées très loin à s'offrir aux mains des adversaires de ceux qui tuent le Congo. Ici, je parle d'André Kalonzo. André Kalonzo, ce sont des gens qui, à l'époque, ils ont travaillé. Je ne peux pas nier qu'ils ont travaillé pour le. Il y a aussi comme Claude Kiringa, qui était aussi représentant de l'UDPS au Canada, qui, à un moment donné, bon, ils ont pensé les choses autrement. Mais ce sont toutes ces personnes-là, il faut les rappeler. Il y a Paul Balebela qui est ici. Il y a mon ami qui était mon adjoint qui m'avait remplacé, qui est Nono Bukassa, qui est à Montréal. Ce sont des gens, pour de vrai, qui ont travaillé pour l'UDPS, qui ont donné de l'air. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ne trouvent pas d'ouverture. Ils n'arrivent pas à parler. Bon, il y en a qui sont restés lucides. Boy en Norvège, hein? Boy en Norvège, il était représentant. C'est des gens très valables. Des gens, quand on dit que nous cherchons des gens à mettre à gauche, nous avons ces personnes-là. Mais ils ne sont pas consultés. Mais on n'a plus des gens qui ont des niveaux, je dirais, moi, un niveau insuffisant. Hein? Mais qui sont restés seulement du côté, qui sont restés dans le parti. Bon, à ce moment, ils se sont positionnés, mais ils font la porte aux autres. Alors, c'est moment-là, c'est un problème. C'est ça qui est le problème là. Juste aujourd'hui, il doit trouver une solution. Donc vous êtes allé vite dans la question suivante, vous avez totalement raison. Mais le problème est qu'il faut quand même dire, il faut condamner et parfois reconnaître, vers la fin, quand on voit... Je n'ai jamais compris pourquoi on n'a jamais appelé des gens comme Dr Pouila, qui est en Belgique. Qui peut me connaître? Qui est cet intellectuel qui est sincère, qui doit se mettre pour dire que non, non, non. Il a ses bavures, il a ses insuffisances. Moi, j'ai fait la ronde. Je me suis donné la tête. J'ai parlé avec les deux Willy en Afrique du Sud. Hein? Ce sont des gens qui, à un moment donné, de notre élite, pour faire la campagne, premièrement, du président de feu Étienne Tshisekedi, les Willy en Afrique du Sud ont fait quelque chose d'extraordinaire que je ne peux pas dire ici. Absolument. Je ne peux pas comprendre que des personnes pareilles, ce sont des gens, quand on reste à l'interne dans le parti, des gens qui étaient nulle part, que nous, on voyait qu'ils ne pouvaient même pas nous contacter, tout ça, mais qui, par la crise qui est arrivée par la suite, ils ont eu le contrôle du parti, mais ils ont bloqué le parti, ils recommencent le jeu, où ils excluent les autres et ils font des fautes, on ne peut pas les faire de remarques. C'est ça le problème qui est là. Il faudrait qu'on rentre ce qui est fondamental.
si on prend ce qui est fondamental, la crise est là, donc nous ne pouvons pas cette crise a amené certaines personnes qui ont manqué du raisonnement, qui sont allées très loin à s'offrir aux mains des adversaires de ceux qui tuent le Congo. Ici, je parle d'André Kalonzo. André Kalonzo, ce sont des gens qui, à l'époque, ils ont travaillé. Je ne peux pas nier qu'ils ont travaillé pour le. Il y a aussi comme Claude Kiringa, qui était aussi représentant de l'UDPS au Canada, qui, à un moment donné, bon, ils ont pensé les choses autrement. Mais ce sont toutes ces personnes-là, il faut les rappeler. Il y a Paul Balébé, là, qui est ici. Il y a mon ami qui était mon adjoint qui m'avait remplacé, qui est Nono Bukassa, qui est à Montréal. Ce sont des gens, pour de vrai, qui ont travaillé pour l'UDPS, qui ont donné de l'air. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ils ne trouvent pas d'ouverture. Ils n'arrivent pas à parler. Bon, il y en a qui sont restés lucides. Boy en Norvège, hein? Boy en Norvège, il était représentant. C'est des gens très valables. Des gens, quand on dit que nous cherchons des gens à mettre à gauche, nous avons ces personnes-là. Mais ils ne sont pas consultés. Mais on n'a plus des gens qui ont des niveaux, je dirais, moi, un niveau insuffisant. Hein? Mais qui sont restés seulement du côté, ils sont restés dans le parti. Bon, à ce moment, ils se sont positionnés, mais ils font la porte aux autres. Alors, ce moment-là, ça crée un problème. C'est ça qui est le problème. Là, juste aujourd'hui, il doit trouver une solution. Donc vous êtes allé vite dans la question suivante, vous avez totalement raison, mais le problème est qu'il faut quand même dire, il faut condamner et parfois reconnaître, vers la fin, quand on voyait les élections de 2011 avec le feu Etienne Tshisekedi, l'UDPS extérieur commençait à se faire des colibés. Tout le monde cherchait à ce qu'il soit là-bas. Moi, personnellement, j'ai été combattu. Nous avons créé cette radio ici pour l'UDPS, avec les Kabien Kachama, les Willy Toutou Frambe. 90% des gens qui ne sont pas de l'UDPS. Vous avez des partis politiques qui n'ont rien de sociaux-démocrates, mais qui travaillent avec un parti au pouvoir qui est socio-démocrate. Quel est le problème, monsieur Sylvain? Parce qu'on a évoqué ici le problème de manque de confiance et puis dans tout parti politique, on ne doit pas parler de même manière, mais à l'UDPS, quand vous dites quelque chose, vous êtes contre nous, on vous écarte. Mais ce sont des clauses différentes, doivent être tolérées. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va accepter les gens qui ont combattu, qui ont même menacé l'UDPS de les... Donc, quand s'ils vont marcher, ils vont trouver des chars sous la rue. Vous connaissez de qui je parle? Quel est le problème que M. Félix cherche ici? Est-ce qu'il veut que l'UDPS gère normalement ce pays ou bien c'est seulement aller avec tout le monde et sans l'UDPS? Cela découle de la manière dont nous avons obtenu ce pouvoir. C'est en corrélation directe avec la dernière question que vous aviez posée. Ça dit qu'on a manqué un manager ou des managers au sommet du parti qui n'ont pas su capitaliser, disons, notre pouvoir et comment faire pour faire bénéficier largement d'abord au fils UDPS de ce pouvoir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Le fait que le président est allé en élection avec l'union sacrée, bon, le président se trouve à un moment donné, quoi, il peut dire, il n'est pas là seulement pour l'UDPS. Il est arrivé là avec le concours des autres. Comme il est arrivé avec le concours des autres, il se voit obligé de pouvoir élargir ou partager son pouvoir avec ceux-là qui ont su mouiller leur maillot pour que finalement il arrive ce pouvoir. Alors, c'est lui qui pouvait décanter la situation si on n'avait pas une seule personne, une structure du parti ou une figure où il y avait des bureaux d'études qui devaient accompagner ces pouvoirs en dehors de ce qui est comme structure dans le cadre du parti. Vous allez détecter, vous allez faire le tour de tout ce qu'il y a comme problème. Le problème que vous soulevez présentement. C'est en ce moment-là qu'ils allaient faire de sorte que, même si nous pouvons proposer que les autres, pour faire de sorte que même si les autres arrivent, mais que l'UDPS soit réellement majoritaire
hein, dans ses pouvoirs, pour que son pouvoir, c'est lui de pèse qui doit rendre compte. Alors, le président, moi, je ne le condamne pas, hein, puisqu'il a su hein, avec d'autres personnes, d'autres forces. Voyons, quand il descendait, par exemple, au niveau du Cap, même si les gens ont joué les doubles jeux, puisque nous tous, moi, je suis natif d'Elisabethville, donc je viens du Katanga. J'ai vu les Kiaboula là-bas, ce qu'ils faisaient avec le président. On a vu Fifi, parce que je connais aussi très bien, bon, ce qu'ils ont fait, mais en réalité, ils jouaient à G12. Je ne vous interromps pas, il faut reconnaître qu'au Katanga, le président a lamentablement échoué pour ces élections. Moins de 10% au Katanga. Ouais, c'est ce que je veux dire. Ils sont mouillés les maillots. Mais maintenant je me suis dit, ayant constaté cela, de l'autre côté, c'est lui qui doit maintenir le pays en unité, avec ce monde-là qui cherche par où entrer pour essayer de faire mal au Katanga. Bon, le mal qu'ils n'ont pas pu, ils l'ont fait en partie par les élections, mais qu'ils n'ont pas pu, ils pensaient, ils le feront par les élections, ils vont gagner ailleurs. Mais ils n'ont pas gagné ailleurs. Maintenant, le président, lui, en tête, il tient compte de l'équilibre qui doit être dans le pays. C'est peut-être ça qui l'a poussé à pouvoir garder Sama Lukonde. Ça frustre les gens du Kivu. Ça frustre les gens du Kivu qui se sont battus. Non seulement les gens du Kivu, les gens de l'UPES dans l'ensemble. Il y a de l'UPES à l'Équateur, ils ont ça peut être partout, qui regardent et disent, mais pourquoi vous les donner? Vous comprenez, ce sont des choses. Oh, le président ne devait pas être seul. Nous faisons fatiguer le président par notre manière de nous comporter. Mais s'il y avait des gens très solides qui pouvaient, ils restaient bien, ils mettent des plans sur la table, et puis ils sont du parti, ils vont voir leur président. Ils devaient voir avec le président que voilà ce que si nous faisons ceci, ce qui va arriver. Si on ne fait pas ceci. Mais non, ils n'ont pas fait ce travail. À ce moment-là, ça devient difficile. Donc, c'est petit à petit. Moi, je crois que dans le courant qui va arriver par le remplacement et des autres, après l'évaluation des... Puisque c'est sûr que quand un professeur va analyser, va voir tel élève n'a pas, ou étudiant n'a pas bien rendu sa matière, il n'a pas compris, fait ceci. Bon, comme le président a promis de revenir là-dessus pour évaluer ces gens, on peut en profiter au profit de ça pour pouvoir remplacer de bonnes personnes, de personnes qui doivent. J'ai regretté toujours au niveau de nos entreprises. Mais c'est n'importe qui qu'on trouve qui est nommé. Il y a des gens qui viennent, qui voient une carrière, il n'a aucune idée de ce qu'il doit faire. Il y a un monsieur qui a une expertise, une expertise très démontrée. Il passait dans des émissions de Bossembe. Mouchila, l'ingénieur Mouchila. Oui, il doit être capté aussi. Je connais bien. Ou bien il doit être de l'Omami. Il est de Kolozingo et Mouchila. Je connais bien, Raph. Il est très intelligent, il a la vision, il dit voilà ce qu'on a fait, voilà si on travaille comme ça. Des choses, des gens comme ça. Mais pourquoi les présidents n'arrivent pas à le prendre? On va prendre des gens qui viennent, qui apprennent le boulot sur l'État. Mais les présidents ne pouvaient pas le voir. S'il y avait une équipe de gens qui pouvaient être là à côté et qui travaillent de manière convenable, ils devaient avoir la carte dans ce domaine, pour ce là. On classe, voilà quelles sont les 5 personnes qui restent en tête. Mais le président, à ce moment-là, il nommerait des gens comme il se doit. Je pense qu'il y aura correction. Déjà, Mouchilala, ce sont des gens qui sont là, une expertise cherchée ailleurs, où les gens, c'est mais nous-mêmes, on a ça. C'est ça, c'est comme ça que nous arrivons à ce que vous avez soulevé comme problème. C'est-à-dire une certaine impréparation, une certaine, disons, l'amateurisme autour des gens qui gèrent le parti, puisqu'on n'est pas allé parler de l'État, qui gère le parti, mais c'est les partis qui se disent, il est vrai qu'il y a les partis forts, mais ceci devait se refléter.
Alors, mais quand vous voyez le pouvoir, comme vous dites, il y a deux têtes voulues. Il y a celui qui est là, qui veut pas partir, qui veut rester. On a celui qu'on a mis, qui n'est pas mis peut-être le parapluie qu'il faut, qui est comme là. Mais ça joue contre le parti. C'est ça. Oui, Ngoyi Mouchila, l'ingénieur Raphaël Ngoyi Mouchila, c'est un vieux du quartier que je connais très bien. Il est de Colosie. C'est un vieux que je connais très, très intelligent, ça il faut le dire. Alors, monsieur Sylvain Sendakalala, je pense qu'on a largement dépassé notre temps. Je voudrais qu'on parle un peu de mœurs de réseaux sociaux, mais le temps nous fait défaut. Alors, je voudrais seulement vous donner une minute, si vous pouvez avoir un dernier mot sur l'échange d'aujourd'hui. Bon, je peux en passant, comme tu dis, nos mœurs, là, ça pose problème. Hein? Bon, écoute, on trouvera l'occasion de revenir. Bon, moi, pour conclure cette élection, il faut regarder ce qui se passe ailleurs, puis ça va influer sur notre politique. Là où vous êtes aux États-Unis, nous devons avoir une politique à nous, comme pays, de ces élections. Nous devons savoir comment à la fois traiter avec le républicain et comment traiter aussi avec les démocrates. Nous devons avoir, puisque on ne sait jamais, bien sûr, si nous misons seulement sur le républicain et qu'en fin de compte, le républicain échoue et le même démocrate revient, ils vont nous pourrir la vie. Donc, je crois qu'autour du président, quelque chose doit être fait d'une manière discrète, mais où on est présent sur les deux. J'espère que c'est peut-être fait, c'est moi qui suis ignorant. Enfin, j'aimerais aussi qu'on puisse faire attention oui, à notre positionnement par rapport aux puissances. Là. Cette situation fait que ça peut nous handicaper à un moment donné, comme ça peut nous avantager. Vous voyez comment est-ce que les États-Unis et l'Union européenne qui se cache derrière les États-Unis se positionnent autour de pays qui sont autour de pays, des pays qui peuvent influer sur notre pays, comme l'Angola et tant d'autres, là où ils peuvent. Ils ont échoué à l'Afrique du Sud. Notre positionnement avec le risque doit être clair. Pourquoi? Parce que nous dirons que quand nous avons commencé ce pouvoir, nous sommes allés vers les États-Unis. On a tout fait. Le président est allé, le premier pays où il est allé, c'est là-bas. Il a contacté ces gens, ils lui ont rassuré. Mais tout ce qu'ils lui ont dit, c'était du bluff. Ils n'ont rien fait. Mais comme ils n'ont rien fait, mais maintenant, avec le temps, ces gens nous ont observé, ils ont réalisé que nous avons compris qu'ils sont en train de nous mentir. Mais nous ne pouvons pas continuer à nous mentir en jouant à la prudence. Nous devons être clairs à un moment donné. Nous devons avoir un discours qui arrive à faire le choix qu'il faut et le dire officiellement et publiquement. On le fait en police, mais là, il faut le faire publiquement. Ne pas le faire, ça peut être un préjudice qui sera difficile peut-être ou qui sera, on peut parler au passé. Voilà ce que je peux dire. Sinon, je te remercie pour l'émission que tu as pu organiser avec moi aujourd'hui. On a pu rendre ce que nous pouvions rendre. On n'a peut-être pas tout rendu, mais le temps qui nous a été imparti, il faut le respecter. Je vous remercie. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier très sincèrement, M. Sylvain Sendakalala. Chaque fois que nous avons besoin de vous, nous reviendrons car nous savons que vous avez de la matière. Vos analyses politiques, vos analyses socio-économiques sur la République démocratique du Congo impressionnent. Nous ne manquerons pas de revenir chez vous. Merci beaucoup. Et à vous qui nous suivez du début à la fin de cette émission, nous vous remercions de votre fidélité à votre radio-télévision, Makolo Digital Radio-Télévision, la voix de la démocratie congolaise, qui émet depuis New York City avec votre serviteur de tout le temps, Don Kayembe. En attendant, ciao.